Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, voilà, une nouvelle série de vidéos qui va commencer avec un sujet très particulier qui s'adresse notamment aux néophytes, à tous ces gens passionnés qui découvrent de près ou de loin la mer ou qui redécouvrent ou qui reprennent, qui ont le temps de redécouvrir et de partager du temps avec la mer. Et ben aujourd'hui, j'ai envie de reprendre un petit peu les bases, les fondamentaux avec vous à l'oral, hein, où on va ensemble peut-être essayer de voir tout ce qui mène tout simplement à cette situation-là, hein, la situation présente de naviguer dans des conditions idéales en solitaire, sur son voilier, en étant maître à bord, en ayant pleine connaissance du fonctionnement de son voilier, et également avec un bagage au niveau du fonctionnement de la météo, du climat, hein, notamment ici en Méditerranée. C'est d'autres situations climatiques en Atlantique, mais elles sont tout aussi importantes. Donc voilà, là écoutez, on voit que le vent est tout calme, donc je vais pouvoir un petit peu parler calmement à la caméra. Pareil pour les vagues, donc avec une bonne stabilité. Aujourd'hui, on est parti pour une série de vidéos. Donc comme je l'expliquais, qui s'adresse aux néophytes. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à me suivre et à picorer un petit peu des informations à droite à gauche parmi cette myriade de vidéos, tout ce panel de vidéos que je propose sur ma chaîne, classé thématique, hein, donc vous pouvez à chaque fois chercher des thèmes directement sur ce dont vous voulez par mots-clés, vous recherchez par mots-clés et vous pouvez avoir directement le sujet de vos questionnements. Donc ça peut être très pratique pour justement les personnes, comme je dis, qui ont envie de passer le cap, qui ont envie tout simplement d'acheter un bateau et de faire de vivre ce genre d'expérience. Voilà. Donc moi, mon discours, ça va être justement de remettre un petit peu les choses au clair et de mettre en garde. Ça va être vraiment une vidéo de mise en garde pour vous éviter tous ces drames que j'ai pu voir à longueur de journée sur les pontons, avec toutes ces histoires qui commencent tellement mal, qui ont tout pour finir mal, que forcément arrive un moment où il y a un hic, il y a un tracas et c'est la fin des vacances. Et c'est des pleurs à la place des rires, et c'est surtout un gros coup d'ego qui d'un coup en prend un bon coup et une grosse remise en question. Voilà. Donc pour éviter ce genre de situation là que tout marin redoute, hein, d'accord, il n'y a pas arrivé à un stade où on est au-dessus des lois de la nature, au-dessus des lois de la physique, et mettre en tout instant. Non, ça c'est le cas de personne sur terre, d'accord, aucun marin. Maintenant, un bon marin, il va justement faire en sorte de mettre toutes les chances de son côté, que ce soit au niveau de la sécurité, mais également au niveau de la préparation de la navigation et au niveau des connaissances, au niveau de l'humilité surtout, hein. Il faut le maître mot à bord d'un bateau, hein, pour un marin, le mot roi, ça va être vraiment l'humilité, il n'y a aucun doute à cela. Et son némésis, hein, le mot interdit, c'est justement l'ego, quoi, un sursaut d'ego, etc. Ça c'est très 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 mauvais à bord d'un voilier, ça n'a pas du tout sa place, que vous soyez capitaine ou pas, hein. C'est pas parce que vous êtes capitaine que de suite ça vous donne des droits, ça vous donne avant tout énormément de devoirs. Et si tous ces devoirs sont correctement appliqués et que vous êtes donc un bon capitaine, alors là, cela vous permettra, au moment où vous donnez un ordre, une consigne de sécurité ou une consigne importante à maîtriser, là vous allez être écouté avec les deux oreilles et les deux yeux grands ouverts, parce que justement vous allez être concis là-dessus. Ok, je vais essayer de m'expliquer. Je ne sais pas par où commencer. Je vais commencer un petit peu peut-être par le retour d'expérience. J'aimerais quand même... on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'il faut pour acheter un voilier et naviguer sur son voilier avec du monde ou en solitaire? La plupart du temps au début c'est avec du monde parce que c'est beaucoup plus simple. Donc quels sont les prérequis? D'accord, écoutez bien, c'est très important. Donc légalement, les seuls prérequis que vous avez besoin, c'est une carte bleue. D'accord,
ce qui est donc la tristesse de la situation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, peu de choses empêchent, rien n'empêche les gens de partir en mer, d'accord? Vous allez voir que la carte bleue, c'est une chose, mais il ne faut pas forcément des 1000 et des 100 pour partir en mer. Bien au contraire, il y a des gens qui ont des bateaux onéreux, qui sont chers à entretenir, qui n'ont plus les moyens de l'entretenir, qui se sont fait une frayeur ou deux en mer et qui n'ont plus envie de partir en mer, et du coup qui vont brader leur bateau. Voilà, il existe aussi toute une génération un peu plus ancienne, les bateaux des années 70, 80, etc., qui aujourd'hui commencent vraiment à dater et qui, à part si vous trouvez la perle rare qui est parfaitement bien entretenue, vous allez trouver des bateaux qui sont peu chers, mais par contre qui vont avoir besoin de beaucoup d'entretien. Voilà, je vous dis ça, c'est des retours d'expérience. Je vous donnerai quelques exemples, mais il est vrai qu'au final, on se rend compte qu'acheter un bateau pas cher, et ben, si on veut pouvoir partir en mer en toute sécurité, mais juste faire un tour en rond dans l'eau, et ben des fois, ça va vous coûter peut-être le prix du bateau au niveau de la maintenance, au niveau de la sécurité. Voilà. Donc pour cela, je vais vous donner un maximum de conseils, de tips pour justement vous en sortir au mieux et essayer de comprendre quelles sont les étapes à faire. Voilà, moi si je sors ces vidéos là, c'est parce que je suis effrayé de la situation et voyant à quel point les gens partent en ayant acheté un bateau sans aucune expérience. C'est même pas, ils ont fait des cours, ils en ont fait petit, ils ont des restes de ci, de ça, des notions de trucs de... Ils n'ont zéro expérience, zéro, à part le permis de conduire de la voiture, ce qui n'a strictement rien à voir, ils n'ont rien d'autre, d'accord? Donc, légalement, ils peuvent prendre le bateau et partir avec. Maintenant, je vais vous donner ce qui coule de sens, d'accord? Pour que vous compreniez bien que si on a un minimum d'humilité envers les éléments, on comprend bien que partir avec un bateau non vérifié, avec des connaissances que l'on n'a pas, eh ben, c'est le risque que vous caliez au milieu du port parce que le moteur cale et parce qu'il n'est pas entretenu, vous vous retrouvez à la dérive sur les bateaux des autres, que vous ratiez votre manœuvre parce que vous n'avez pas la connaissance assez précise de comment pivote un bateau dans le port ou du pas d'hélice ou des choses comme ça. Forcément, à ce moment-là, vous allez vous faire des grosses frayeurs et ça peut finir à ce que vous rentrez dans le bateau des autres. Voilà, il faut bien comprendre que grosse partie du, entre guillemets, danger, c'est énormément au port et aux manœuvres de port. Donc, c'est ce qui va nous... On viendra par la suite, je parlerai par la suite de justement les cours à appliquer, etc. Quelle est la théorie et la pratique à appliquer. Et vous allez voir que les manœuvres de port en font partie. Donc si vous avez fait des cours de voile, mais que où vous avez appris des virements de bord, des trucs, etc., mais que vous n'avez pas fait encore de manœuvre de port, par exemple, ce qui est le b.a.-ba, bah, c'est encore un feu rouge pour vous dire je ne suis pas prêt pour acheter mon voilier. Voilà, on va en reparler plus longuement. Mais là voilà, ce que je vois, eh ben, écoutez, c'est vrai que il y a quand même pas mal de gens qui m'ont reconnu à Port-Camargue parce que je me baladais tout le temps entre les chips, etc., et qu'il y a énormément de passages. Donc j'ai beaucoup de gens qui m'ont reconnu. Et ceux qui m'ont reconnu, j'ai été quand même agréablement surpris de voir que la plupart des gens qui m'ont reconnu, c'était des néophytes, d'accord? C'était des personnes qui débutaient, forcément, puisque les personnes qui savent naviguer, elles sont forcément un peu moins intéressées par mes vidéos, c'est logique. Elles s'adressent moins à elles directement. Mais en soi, les personnes qui m'ont reconnu, c'est vrai que la plupart étaient donc très intéressés et passionnés, hein, ça l'est pour tous. Sauf qu'ils avaient le petit plus où ils avaient quand même, où j'ai réussi dans la plupart à avoir ma petite empreinte du point d'orgue sur la sécurité, quoi. Et je vois bien qu'ils prennent conscience. Beaucoup me parlent du système retenue de baume bretonne, beaucoup me parlent d'avoir découvert ce que c'était le pas d'hélice, etc. Beaucoup me parlent des manœuvres de port, etc., que j'ai beaucoup partagé sur ma chaîne exprès pour pallier un peu à ce problème là, et je vois que ça a un réel impact, je vois que ça intéresse et que ça suscite que ça a vraiment un impact, non pas sur la pratique en elle-même, puisque la pratique d'une manière ou d'une autre un jour vous l'aurez, mais sur la méthodologie et sur la philosophie de navigation. Moi je vais
ce début de saison, on commence une nouvelle saison, on commence de nouvelles navigations. Je vais mettre un point d'orgue. On a parlé beaucoup de sécurité. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de la philosophie d'un chef de bord. Je pense que c'est ça qui manque beaucoup, sur beaucoup la responsabilité. Donc, encore une fois, la sécurité. Mais surtout, la philosophie à avoir, le fait d'être responsable d'un bateau, mais également d'un équipage, etc. Donc tout ça, on va beaucoup en parler. J'espère que ça va vous plaire. Des manœuvres, etc. Des tutoriels, il y en aura. Mais je pense que cette partie-là, elle est primordiale, puisqu'elle comble beaucoup la partie que tout le monde zappe, puisque les gens vont la plupart du temps, les plus sérieux des gens vont, au lieu de passer directement par la case j'achète un bateau, elles vont faire un niveau 1 en voile, niveau 2, niveau 3, que ce soit en cours collectif type Glénan, etc. ou d'autres écoles de voile, ou que ce soit en cours particulier, ça ne change rien. L'idée c'est vraiment de voir, au début, la première chose à faire, c'est de voir en mer, situation réelle, déjà si ça vous plaît. Déjà prenez le temps avant d'acheter un bateau, ce qui est le cas hein, pour beaucoup beaucoup de personnes, c'est le cas. Les gens achètent un bateau avant même de passer une journée en mer, ce qui est aberrant, ce qui peut sembler aberrant, mais ce qui est vraiment le cas. En tout cas, des fois, le mari, par exemple, lui, il a déjà fait des jours en mer, etc. Mais la femme qui est embarquée ou vice versa, hein. Là j'ai vu récemment vice versa également, la femme qui était passionnée de voile, etc., qui s'est acheté un petit bateau à pas trop cher, mais qui voulait partager sa passion avec son mari, etc. Elle avait cru bien faire, elle avait fait des stages de voile, elle avait fait virement de bord, empannage, etc., etc. Et elle s'est dit, bon bah maintenant que je sais manœuvrer un bateau, que je sais le guider, entre guillemets, bah, plus rien ne m'empêche d'acheter un voilier. Donc l'idée de ces vidéos-là, ça va être justement de vous donner un petit peu tout ce qui reste en plus des cours de voile. Donc commençons par les cours de voile. En cours de voile, on va vous demander déjà dans un premier temps de passer l'équivalent de niveau 1, 2, 3. Niveau 1, 2, 3, grosso modo, qu'est-ce que ça va être? Ça va être savoir tirer des bords dans des... Donc là, vous pouvez prendre un petit carnet. Vous prenez un petit carnet. Vous notez chaque truc que je dis et vous validez ou pas si vous savez le faire. Et si vous commencez à checker les uns après les autres, vous voyez ce qui vous manque. Et à partir du moment où la liste est complète, et ben ça sera donc le feu vert pour vous dire là, je peux me permettre de prendre la responsabilité d'acheter un voilier, d'acheter un bateau à moteur et d'embarquer femmes et enfants à bord ou même juste de manœuvrer autour des bateaux des gens. Vous me permettez, je vais juste prendre une bouteille d'eau. Voilà, je vous remercie. Je vais juste surveiller ma route, mais elle est bonne. Il y a juste une cardinale sud à surveiller à un moment. Mais là, la route est parfaite et les casiers, il n'y en a plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Tout à l'heure, c'était café de casier. Alors, reprenons les bases de la navigation à la voile. D'accord? Donc, tout ce qu'on va vous demander, si vous naviguez à la voile, les manœuvres à connaître. D'accord? Donc, la première, et là, je parle de mon expérience de voile légère, mais la toute première, et peut-être au final une des plus importantes, ça va être de savoir remonter au près en direction du port, si le vent vient du port par exemple. Donc remonter au près dans de mauvaises conditions. Voilà, ça c'est important parce que vous avez beau avoir un pilote auto, vous avez beau avoir qui est tout automatisé, etc. Si vous ne savez pas remonter au près et que vous êtes surtoilé, que le bateau il fait travers, que ça tape, etc. D'une, vous n'allez pas rentrer, alors que déjà rentrer au près c'est long. Donc d'une, vous allez faire aucune distance. De deux, tout le monde va être malade. De trois, ça va tirer partout et ça va risquer de faire des dégâts sur les personnes, etc. Donc c'est toujours
à éviter d'avoir un bateau en surpuissance, surtout à moins que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire et que vous êtes en équipage. Mais sinon, dans l'idéal, le but c'est d'avoir un bateau réglé avec une bonne assiette. Sachez aussi qu'un bateau, habitable, plus il est à plat, plus il va aller vite. D'accord? Donc c'est pas parce que vous voyez un bateau ultra penché comme ça, avec beaucoup de voiles, qui va aller vite. Au contraire, le bateau il est penché, il glisse mal sur l'eau, il se freine à chaque vague, à chaque à-coup, donc il freine beaucoup et donc il va se ralentir. Et au final, vous apprendrez par la suite qu'en réduisant de la voile, donc en mettant moins de voile, le bateau va se remettre à plat, puisqu'il va moins être surtoilé, il va être moins en surpuissance, il va moins avoir de vent dans les voiles, il va se remettre à plat tout gentiment et du coup il va mieux filer sur l'eau. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend un petit peu avec l'expérience. Ok ? Là, on va parler des rudimentaires. Rentrer au port, à la cale, face au vent, en tirant des bords. Après, il va y avoir forcément donc le virement de bord, puisque vous savez tirer des bords, donc forcément vous savez faire un virement de bord. Virement de bord où justement vous devez apprendre à pas déraper à chaque fois et vous retrouver au travers. Et vous, si vous êtes encore plus fin, vous allez apprendre à justement encore plus facile si vous êtes à deux et régulièrement. Un qui barre, qui pousse la barre, et pendant que le bateau est dans le lit du vent, un peu face au vent, là la personne va s'occuper du génois pour que au moment où vous allez repartir au près, le génois soit déjà le maximum en place et que il parte pas, vous n'ayez pas à re-wincher par-dessus avec en tirant un maximum, parce que comprenez que si vous êtes parti au travers parce que le barreur il s'est laissé un petit peu embarquer et que à l'avant pareil il a pris un peu de temps et qu'il n'a pas fait passer la voile, il n'a pas récupéré au bon moment, vous allez vous retrouver avec un bateau au travers qui gîte et avec une voile avec plein de vent dedans, donc impossible de la récupérer à la main, donc vous allez devoir wincher, donc ça va tirer sur, un peu partout, d'accord? Donc ça on évite, alors qu'il suffit tout simplement de le faire au bon moment, au moment où la voile est complètement déventée parce qu'elle est face au vent, bah, c'est le meilleur moment pour faire votre manœuvre, d'accord? Ça c'est une chose. Donc ça tout simplement c'est une bribe du virement de bord. Il y a plein d'autres choses à savoir, mais en tout cas ça va être un début de piste aussi, vérifier avant de virer s'il n'y a pas quelqu'un devant, derrière, etc. Il y a beaucoup de choses à savoir. Après vous allez avoir l'empannage, donc ça deuxième ligne, virement de bord. Troisième ligne, ça va être l'empannage. Je fais tout de tête, hein, donc je vais oublier des trucs, etc. Pardonnez-moi si je suis pas... comment on appelle ça? Enfin, si j'omets des choses, d'accord? Mais c'est ce qui me semble le principal. Donc il va y avoir après savoir empanner, donc la sécurité autour de l'empannage, tout ce qui est embraquer, l'écoute au centre, avec la baume au centre avant d'empanner la grand voile, puis après bien choquer. Voilà, si vous n'avez rien compris à un mot de ce que je viens de dire, ça veut dire qu'il vous manque ce cours de voile, hein, qui est important et qui ne se fait que en pratique sur l'eau, hein. C'est pas avec une vidéo que vous allez pouvoir apprendre cela, hein. C'est vraiment du ressenti. Il faut être dans un bateau qui fait comme ça, il faut voir la voile qui passe d'un coup et avec tous les jets qu'on se prend au moment où la voile passe d'un côté à l'autre. Donc il faut vraiment le faire en conditions réelles, c'est irremplaçable, d'accord? Et puis après on va avoir tout ce qui est sécurité, donc rentrer au port, savoir faire des manœuvres de port, savoir prendre un corps mort, donc une bouée, savoir jeter l'ancre et savoir récupérer un homme à la mer. Voilà, ça me paraît d'être la base de ce que vous devez apprendre quand vous approchez d'un professeur, que ce soit en cours particulier ou en cours collectif. L'idéal, c'est que vous puissiez voir tout ça, d'accord? Là, on parle des bases de la voile. Donc ça, c'est ce que normalement les gens ont fait avant d'acheter le bateau. Et souvent, ils s'arrêtent là. Voilà. Bon, si vous avez acheté le bateau avant cela, vous êtes inconscient. Mais si vous avez fait déjà tout ça et que vous dites c'est bon, je suis prêt à naviguer parce que je maîtrise. Regardez une sterne, une belle petite sterne qui passe là. Mais que je maîtrise le bateau grâce à cela, c'est bon. Bon, maintenant vous allez voir, et c'est là où servent toutes ces vidéos. On va parler de la suite. On va parler de la deuxième étape. Maintenant, pour acheter un voilier, d'accord? Là, on parle juste de vous savez naviguer. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, et je vous renvoie
à mes précédentes vidéos où je parle du rôle chef de bord versus rôle d'un équipier. Et c'est là où je mets en valeur le rôle d'équipier et j'explique maintes et maintes fois, et je le redis et je le redis. N'oubliez pas que si vous aimez ce que vous voyez là et que vous appréciez ce genre de panorama et que vous voulez vivre ça très rapidement, sans passer par la case formation, sans passer par la case pognon, sans passer par la case temps, parce que ça prend un temps énorme d'en arriver là, bon bah vous avez juste à vous proposer en tant qu'équipier et vous partez sur des bateaux énormes. Vous n'avez aucune responsabilité puisque c'est le chef de bord qui a la responsabilité. Là, votre seule responsabilité, c'est de ne pas vous faire mal et de ne pas tomber à l'eau. Voilà. Et d'écouter les consignes de sécurité. C'est ces trois choses-là et c'est quand même assez simple à bord d'un voilier, d'accord, de respecter cela. Si on se concentre là-dessus, techniquement, voilà. Donc après, encore une fois, tout le reste, c'est le rôle du chef de bord. Donc on y reviendra peut-être en seconde partie. Mais pour l'instant, je parle encore de la formation jusqu'à l'achat d'un voilier. Donc pour l'instant, on a les bases de la navigation. Maintenant, qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer, eh ben, tout simplement, justement, le stage que moi j'ai passé, qui s'appelle niveau 4 chef de bord, qui se passe notamment à l'école de voile des Glénans, où là, on va justement partir du principe que vous connaissez, empannage, manœuvre d'homme à la mer, etc. Tout ça, c'est validé. On va peut-être vous faire des petits exercices un petit peu de contrôle, mais en aucun cas, on va baser le temps du cours là-dessus. Au contraire, on va voir justement tout ce qui est responsabilité du chef de bord, préparation d'une navigation, préparation de la carte, appeler les capitaineries, vérifier son bateau. Je vais trop vite en fait parce que là vous êtes censé tout noter, hein. Vous êtes censé tout noter à ce moment là. Donc pour l'instant vous avez noté toutes les étapes de la manœuvre à la voile. On rajoute donc préparation du bateau, puisqu'il n'y a que vous pour le faire, puisque les autres ce sont des équipiers, c'est pas à eux de le faire. Ils peuvent vous aider, mais en tout cas en aucun cas ils prennent la responsabilité d'eux. Je vois qu'on arrive à la cardinale, c'est une très bonne nouvelle. Donc préparation du bateau, préparation de la carte, savoir où vous allez aller, où sont les dangers, etc. Préparation de la météo, qui se fait 3 jours en avance, mais qui se fait aussi la veille et qui se fait le jour du départ. Voilà, notamment en Méditerranée, moi j'ai vu des forecasts qui changeaient de tout au tout entre la veille au soir et le matin. Voilà, là récemment, je devais faire cette navigation du coup avec du monde. La veille au soir, on était encore bon, le vent était bon. Et le matin, dernier fichier météo, il y avait 43 nœuds annoncés. Donc vous voyez que c'est important que le chef de bord prenne sa responsabilité de vérifier ça. C'est pas aux équipiers de le faire. D'ailleurs, je déconseille aux équipiers de commencer à se mêler de tout ce qui est responsabilité de chef de bord. Techniquement, chacun son rôle. Si le chef de bord vous partage, moi c'est ce que je fais à chaque fois, je partage la navigation, je fais écrire sur le livre de bord les informations à mes équipiers, je leur explique ce que c'est, comment on prépare une météo et tout, mais en aucun cas, quand il y a des gens qui sont un peu plus connaisseurs, l'idéal c'est qu'il n'y en ait qu'un seul qui décide entre guillemets, quoi. Tout le monde peut donner un peu un conseil avisé, mais l'idée c'est pas non plus d'essayer de refaire la navigation du chef de bord, hein. Je vois qu'il y a un casier juste devant, je me concentre. Hop là, on va encore faire ça. Voilà, ça passe. Donc c'est bien au chef de bord de préparer son bateau, sa navigation, sa carto, son avitaillement, hein. On dit que c'est aux équipiers de payer l'avitaillement au capitaine. Que nenni, c'est au capitaine de faire les courses, en tout cas. Après, pour l'argent, vous vous débrouillez entre vous. Mais faire les courses, c'est bien que ça soit le capitaine, parce que le capitaine, il sait qu'est-ce qui tient dans un bateau, qu'est-ce qui se périme facilement, qu'est-ce qui s'abîme, qu'est-ce qui est intelligent. Alors que des fois, les gens vont vous prendre des trucs un peu ce qu'ils ont l'habitude de prendre en pensant bien faire. Et au final, vous allez voir que c'est pas le plus intelligent dans un voilier, que ce soit au niveau de la façon de le cuisiner, est-ce que c'est compliqué ou pas, ou la façon de le conserver. Voilà. Donc c'est pour ça que le capitaine doit avoir un œil sur tout. Il doit
vérifier tout ce qui est fait. Moi, quand il y a des gens qui font des nœuds de taquet sur mon bateau pour amarrer le bateau, je vais vérifier derrière, parce qu'après on va tous aller prendre notre douche, aller ci, aller ça, et personne sera sur le bateau pour vérifier. Et du coup, vous pouvez pas faire confiance aveugle. Enfin, vous pouvez faire confiance, mais en aucun cas vous faites confiance aveugle. C'est-à-dire que vous pouvez faire confiance en expliquant avec pédagogie, etc. Et vous savez que le boulot sera bien fait. Maintenant, vous devez quand même vérifier derrière. Pour ceux qui se demandent ce que c'est un casier, là, c'est ça, hein, le petit drapeau que vous voyez là. En plus, ils ont la bonne idée de faire des petits drapeaux noirs en haut pour qu'on les voit bien. Donc ça, ces choses-là, il faut absolument les éviter quand vous naviguez. Donc on a parlé des rudimentaires de la préparation d'un bateau et du rôle du capitaine. Maintenant on va parler également du rôle de responsabilité civile, quoi. C'est-à-dire que si vous embarquez du monde à bord, il vous sera reproché légalement devant le tribunal si vous n'avez pas fait les choses correctement, hein. Rappelons, et je terminerai peut-être cette vidéo là-dessus, rappelons que un chef de bord, vous prenez la même casquette qu'un pilote d'avion, qu'un pilote d'hélicoptère, qu'un scaphandrier, qu'un chef de palanquet, qu'un chef de cordée en alpinisme, qu'un astronaute dans une station de l'ISS, etc. Et regardez, moi je me régale de ces documentaires-là, et je suis étonné à quel point, à chaque fois, il y a un responsable, un chef, à chaque fois, il y a une checklist interminable qui connaissent par cœur, qui font depuis 20 ans, mais qui vont quand même refaire à chaque fois. Là, encore hier, je regardais un truc passionnant sur une équipe qui a été immergée, plus ou moins immergée, en tout cas pressurisée pendant 27 jours, plus ou moins sous l'eau. Il faudra regarder le reportage pour comprendre parce que c'est un peu compliqué. Mais grosso modo, ils sont restés dans leur même boîte pendant 27 jours et ils étaient immergés à plus de 100 mètres, enfin à une centaine de mètres pour aller se balader, blablabla. Bref, toute une histoire. Mais coincés, confinés comme jamais, et que des experts. Et ils étaient là tous les matins, checklist ci, checklist là, tac, 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 comme dans un bateau, comme à l'ISS, comme dans un avion avant le décollage, etc. Donc tout ça, je vais faire, tac. Donc tout ça, c'est vraiment un point commun et c'est pas pour rien. Et vous, d'un coup, vous achetez un voilier et vous vous retrouvez avec cette casquette du capitaine. Donc méfiez-vous quand je vous dis que ça vous donne très peu de droits mais énormément de devoirs. Ils sont là les devoirs. Et en parlant des devoirs, un capitaine doit savoir donc faire toutes les manœuvres qu'on a dit, notamment l'homme à la mer. Il doit savoir préparer son bateau et tout comme on a dit, mais il doit également savoir faire de la mécanique, un minimum. On parle de juste savoir changer les filtres, changer les courroies, changer le sondeur, changer, je sais pas moi, des choses assez simples, changer un feu de navigation, enfin voilà. Il va falloir comprendre un peu le système électrique du bateau, le minimum, mais le minimum qui est quand même déjà, qui demande des bonnes bases, hein, des bonnes bases. Donc il va falloir un petit peu travailler là-dessus. Alors c'est pas, on vous demande pas d'être mécano ou électricien du jour au lendemain avant d'acheter un voilier, loin de là, mais il va falloir comprendre tout ça, assimiler, et vous allez voir que c'est assez simple, hein, c'est un voilier, c'est assez rudimentaire. On essaye justement de conserver les voiliers au maximum le plus simple possible. Un moteur diesel d'un voilier, c'est on ne peut plus simple. Le système électrique 12 volts, il est assez simple aussi. Donc au final, c'est pas très compliqué. Ça vous demande pas non plus de connaître un métier entier, hein, parce que c'est un vrai métier en soi, mais il va falloir quand même des bribes de tout cela. Voilà. Et une fois que vous avez tout ça, donc notez, hein, continuez à noter. Il vous restera également une formation premiers soins. Même si elles sont vieilles, refaites-en une. En tout cas, au moment où vous reprenez un bateau, ça peut toujours être utile. Il existe des formations spécifiques des premiers soins. Oh, un papillon! Des premiers soins en mer. Donc là, on va vous aider à faire des attelles avec les moyens du bord, etc. On va un peu plus faire une mise en situation par rapport à ce qui peut arriver sur un bateau. Mais si vous n'avez pas l'occasion de faire ça, ne vous embêtez pas. Vous allez voir n'importe quel
association pompiers, etc. Je ne sais exactement qui fait ça, mais il y a des moments où vous pouvez le faire gratuitement, hein, et on va vous demander les choses simples, hein, savoir faire bloquer un membre, faire forcément le massage cardiaque, etc. Sachant que les règles changent et tout, donc vous allez voir que aujourd'hui, par exemple, on ne fait plus de... Enfin, je vous laisse en parler avec chacun avec vos professionnels, mais on dit qu'aujourd'hui, le bouche à bouche, par exemple, n'est plus utile au moment du massage cardiaque, et il vaut mieux continuer le massage cardiaque, parce que l'idée d'un massage cardiaque, c'est pas comme on pourrait l'imaginer bêtement de appuyer sur les poumons pour que la personne respire, mais rien de tout cela. C'est juste on va appuyer, compresser le cœur pour que justement cette pompe, c'est un massage cardiaque, donc le cœur, hein, évidemment, pour que le sang continue à circuler dans le corps et alimenter notamment le cerveau, hein. Donc c'est pour ça qu'au final, souffler, ça a pu être souffler dans la bouche de la personne. Au final, on voyait qu'on perdait beaucoup de temps, que les gens paniquaient, stressaient, et que du coup, le massage cardiaque en lui-même s'arrêtait pendant de longues secondes et de précieuses secondes. Bon, voilà, bref. Vous voyez qu'il y a des choses à savoir. Il y a des choses à savoir et ça ne s'invente pas. Et partir sur un voilier sans des connaissances, premiers soins mécaniques, électroniques, manœuvres, préparation, avitaillement et toutes les manœuvres de voile qu'on a pu voir avant, tout ça, je pense que c'est un petit peu déjà des pistes, hein. C'est pas aujourd'hui comme ça en 30 minutes que vous avez appris justement ce qui vous manquait. Moi, je ne suis pas là pour vous dire, pour vous donner des cours. Je suis là pour vous donner des pistes justement sur quoi faire, vers quoi vous diriger, qu'est-ce qui vous manque pour pouvoir profiter un petit peu de tout cela. Voilà, écoutez, ça fait une longue vidéo, je vais essayer de la faire en plusieurs parties. Je ne sais comment terminer. Ce que je vais faire, je vais essayer de me remémorer un peu ce que j'ai dit, ce que j'ai oublié, puisque tout cela est forcément improvisé. L'idée, c'est un petit peu de mon ressenti, encore une fois, sur l'état actuel de la situation, qui est vraiment à des lieux de ce qu'on pourrait imaginer. Donc il faut vraiment... voilà, moi c'est vrai que la chose que je redoute le plus, c'est quand des personnes me disent « Oh là là », je les rencontre en vrai, ou même des fois dans des commentaires, et me disent « Oh là là, j'adore tes vidéos, j'ai tout regardé, ou même j'adore tes vidéos sans tout regarder, et du coup, grâce à ça, je me suis acheté un bateau, voilà, j'avais pas d'expérience, et grâce à tes vidéos, j'ai pu m'acheter un bateau et partir en mer. » Ça, c'est à l'opposé des valeurs que j'essaye de transmettre depuis 6 ans, et je pense que ceux qui sont du coup les plus assidus, c'est pour ça que j'ai mis à part ceux qui avaient tout vu, parce que je pense que eux, je les ai saoulés, bassinés avec ça, donc ils doivent bien comprendre normalement. Vous devez bien comprendre que si vous aimez ce que je fais et que vous appréciez ce que je fais et que vous avez envie de vivre ce genre d'aventure là, vous savez justement que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, et logiquement les gens que je rencontre là, pour vous rassurer, la grande majorité des gens qui me connaissent, qui me reconnaissent, justement sont avec un petit point d'honneur justement en plus sur la sécurité, et ça me fait grand plaisir. Voilà. Donc et par contre, il existe aussi d'autres personnes qui, elles, je les rencontre et je me rends compte que juste à discuter avec eux, ou à les voir manœuvrer, etc., ou à les rencontrer le long des pontons, bah, je vois bien que ils se jettent dans le grand bain sans aucune expérience. Et justement, les vidéos sont assez piégeuses, parce que je prends souvent l'exemple, je finirai sur 2 exemples, d'accord, un mauvais et un bon, et on arrêtera cette vidéo là, et ça sera une très belle fin. Écoutez bien, c'est important. Donc le mauvais exemple, c'est de regarder des gens qui se disent « Oh regardez, nous on a acheté un bateau qui était en mauvais état, on l'a tout retapé, et puis on n'avait aucune expérience, on a fait du bricolage nous-mêmes parce qu'on est débrouillards, on n'avait aucune expérience en voile, et une fois que le bateau était retapé, on a traversé l'Atlantique. Et on a tout mis ça sur internet, etc. Et regardez les gros poissons et blablabla. Et ça vend du rêve, et tout le monde veut faire ça du coup. D'accord? Donc il faut savoir 2 choses. Que notamment, le bateau, une fois qu'il a traversé l'Atlantique, il est resté là-bas et les gens sont tous revenus en avion. C'est une grosse possibilité, puisque les gens n'étaient là juste pour se faire un plaisir parmi tant d'autres
et du coup ont pris tous les risques qui existaient pour justement traverser l'Atlantique dans le bon sens, hein, pour pas dire dans le sens facile, mais dans le bon sens. Et après, arrivant les vrais problèmes, là, il y a du coup, on revend le bateau, etc. Fin du rêve. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est pas un bon exemple, d'accord? C'est pas parce que vous voyez des gens, que ce soit traverser l'Atlantique ou même partir, faire des tours en rond, etc. Comprenez bien qu'il vous faut un bagage. Je redonnerai pas mon expérience. Vous la connaissez, vous l'avez déjà. Je vous ai donné. Je vous donne pas mon expérience. Je vous ai donné ce que moi je vous conseillais comme expérience pour partir en mer. Tout le début de cette vidéo. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le mauvais exemple à ne pas suivre. Voir que des gens le font, que des gens ils passent entre les mailles du filet. Vous vous rendez pas compte la chance qu'ils ont. Et traverser l'Atlantique, encore une fois, certains l'ont fait à la nage, certains l'ont fait à la rame, certains l'ont fait en paddle, certains l'ont fait en tonneau, certains l'ont fait à l'époque en radeau de survie, etc. Donc au final, c'est pas la chose la plus compliquée. Ça reste une traversée océanique et c'est très dangereuse. Mais et Christophe Colomb qui est passé par là, tout le monde passe par là. Voilà, tout le monde passe par là. Pourquoi? Parce que justement, il y a les alizés qui vous poussent. Donc c'est un endroit où techniquement, à part quand il y a les gros ouragans, techniquement, il n'y a pas de système de dépression ni d'anticyclone. Et vous êtes encore trop haut pour être au poteau noir. Donc c'est un aller constant dans le même sens, constamment, pour aller vers les Caraïbes ou le nord du Brésil. Donc c'est pour ça que les gens le font et réussissent. Mais c'est en aucun cas naviguer. Je veux dire, faire passer le Raz-Sin, c'est beaucoup plus dur que... Enfin, non, je ne veux pas dire ça. Parce que ne l'ayant pas fait, je ne veux pas dire ça. La traversée de l'Atlantique, ça reste une traversée océanique avec tous les risques que ça comprend. Mais ces gens-là passent entre les mailles du filet et donc on ne se rend pas compte. Eux-mêmes n'ont pas conscience des risques encourus. Voilà. Alors qu'au Raz-Sin, les risques, vous les voyez. Ils sont devant vous, il n'y a pas photo. Voilà. Et après, je vais partir sur un bon exemple. Un exemple qui, moi, m'a justement fait passer le cap et m'a poussé à prendre un voilier et à partir sur un bateau, acheter Saori. J'avais déjà de l'expérience, j'avais pas mal d'expérience. Mais ce qui m'a fait vraiment passer le cap de me dire... c'est fait pour moi. C'est une phrase toute simple, je vous en ai déjà peut-être parlé, je vous la redis. À terre, quand vous êtes à terre dans la société en France, etc., occidentale ou même mondiale, la plupart, on va vous demander tout simplement de connaître vos qualités et de travailler sur vos qualités et d'exceller sur vos qualités. Voilà, je prends toujours l'exemple très concret du médecin chirurgien qui a la côte, qui a la belle voiture, qui a tout pour réussir dans la société, etc., qui est bien reconnu et qui en soi a travaillé pour, blablabla, sans dénigrer, hein, mais en soi, il a cette compétence-là. C'est juste pour donner un exemple sur comment s'aiguiller vers les qualités ou pas. Donc, le médecin, chirurgien cardiologue, on va lui demander d'être le meilleur pour ouvrir un cœur, etc. et travailler là-dessus. Mais par contre, s'il rentre chez lui, qu'il a une femme de ménage pour faire le ménage, qu'il a une personne qui lui fait à manger parce qu'il ne sait pas faire cuire un œuf, que dès qu'il y a un problème dans ses toilettes, il appelle un plombier, et que dès qu'il y a un petit souci sur sa voiture, il va appeler un mécano, et que dès qu'il y a un pépin... Mais au niveau de la société, c'est pas grave, il a de l'argent, il va pouvoir se payer des services sans même compter, sans même regarder, et puis même à plus petite échelle, hein, sans forcément gagner beaucoup d'argent, mais même un boulanger, on va dire un boulanger plus humble d'un petit village, bon ben on va lui demander d'être le meilleur boulanger, de faire le meilleur pain, qu'importe derrière s'il est alcoolique, qu'importe derrière s'il ne sait pas faire brancher 2 câbles électriques sans se prendre le jus, etc. Voilà. C'est comme ça que la société fonctionne aujourd'hui et c'est comme ça que la reconnaissance est faite. Voilà. Maintenant, on va prendre le cas de la navigation qui plus est en solitaire, puisque à plusieurs, il y a toujours ce mode-là où vous pouvez toujours vous reposer un peu sur les autres et ce qui est très mauvais, je trouve. La meilleure école, forcément, c'est le solitaire puisque vous ne pouvez compter que sur vous-même. Et donc là, être le meilleur barreur du monde, être le meilleur
navigateur sur la carte, etc. du monde. Être le meilleur mécano du monde. Si vous ne savez pas faire brancher 2 câbles électriques, bon ben ça ne vous servira pas, vous n'allez pas être complet et vous n'allez pas être performant sur votre voilier et pouvoir avoir une histoire pérenne sans être dépendant tout le temps de l'un, de l'autre, etc. Voilà, en mer, quand vous êtes seul sur l'eau, il n'y a plus Amazon, il n'y a plus YouShip, il n'y a plus Acastillage Diffusion, il n'y a plus le chantier, il n'y a plus personne, il n'y a que vous et toute l'anticipation que vous avez eue, parce que c'est pas maintenant que je réfléchis justement à qu'est-ce que j'aurais dû embarquer ou comment réagir à la situation qui arrive. Non, comme dans l'ISS, comme le pilote d'avion, on a déjà pensé à toutes les éventualités et on a réponse à tout. Dans ma checklist, quand je présente à mes équipiers la checklist de où se trouvent les trucs de sécurité, etc., je dis les extincteurs sont là, là et là, les feux sont là, le radeau est là, etc. Et voilà comment ça s'utilise, etc., etc. Pour que justement tout le monde ait en tête le bon déroulement de la situation. Voilà. Donc au final, vous allez voir, il va falloir également avoir de la pédagogie. Donc l'idée, pour résumer, c'est que en navigation en solitaire, on ne vous demande pas d'exceller dans votre qualité comme à terre, mais on vous demande d'être au moins moyen partout. Voilà. Et quand je dis moyen, attention, ne vous méprenez pas. Moyen, c'est pas j'ai des connaissances un peu en ci, un peu en ça, un peu en ci. Moyen, ça veut dire que vous n'êtes pas un professionnel, vous n'êtes pas électricien professionnel, vous n'êtes pas mécano professionnel, vous n'êtes pas tout ce que vous voulez, toutes les professions qui tournent autour du voilier en mode vraiment où vous dédiez votre vie à cela. Mais par contre, moyen, c'est que vous avez des bases suffisantes, d'accord, vous avez quand même assez travaillé le sujet pour au moins savoir de quoi il s'agit dans votre domaine. Voilà, hein, on ne vous demande pas de tout connaître, mais au moins on vous demande de connaître ce qui est intéressant pour votre bateau. Et Dieu sait qu'il y a énormément de sujets à travailler. Et ça peut être un sujet aussi simple que savoir faire un avitaillement. J'en parlais tout à l'heure, c'est pour ça que je disais que c'était au chef de bord de faire notamment l'avitaillement, parce que savoir faire un avitaillement, ça fait partie des... Vous pouvez être le meilleur barreur et meilleur carto, si vous avez fait un mauvais avitaillement et que vous ne savez pas laver votre linge, des choses aussi bêtes que ça, bon ben au bout de 2 semaines, ça va puer et vous allez être mal nourri, sans force, dans des trucs sans... Voilà, avec une mauvaise hygiène, etc. Donc tout ça, c'est aussi primordial de se dire, justement, je travaille sur tous les domaines, que ce soit même le nettoyage du bateau, que ce soit, c'est pas, vous déléguez pas, vous êtes chef de bord, nettoyer le bateau, c'est pas à qui que ce soit de le faire. Vous pouvez vous faire aider si vous voulez, quelqu'un tient le jet pendant que vous brossez, mais c'est en aucun cas aux autres de nettoyer le bateau pendant que vous sirotez le petit verre parce que vous êtes capitaine. Voilà. Donc c'était, je pense, une belle façon de conclure cette différence, justement, ce qui nous pousse à partir en mer. Et ben c'est justement ce côté où on va essayer de travailler cette masse de travail infinie, puisque ça ne s'arrête jamais, les connaissances sont immenses et quasi infinies. Donc on va avoir énormément de travail à bosser au lieu de pouvoir se consacrer toujours sur le même sujet. Et c'est ce qui est justement aussi passionnant, hein. C'est ce qui fait de vous quelqu'un de complet, pas d'épanoui, mais vraiment avec un vrai développement, etc. Et qui sait justement maîtriser un minimum, un moyennement, pas mal de sujets, qui peut du coup avoir des conversations sensées sur plus de sujets que juste se concentrer tout le temps sur ce qu'on sait faire et dénigrer le reste et toujours niveler qui est meilleur que qui a la meilleure situation, qui est le meilleur en quoi, etc. Et alors que nous, il n'y a jamais quelqu'un qui gagne, puisque jamais personne n'arrive à ce stade où vous êtes moyen partout. Mais la route est longue et c'est passionnant. Ça fait 6 ans que je travaille cela et ça fait 6 ans que ma vie s'est transformée au niveau de ce que je recherche comme développement de ma quête, de ce que je veux être comme l'homme que je veux être, etc. Bon ben, depuis que j'ai découvert cette philosophie-là,
ça a complètement changé ma façon de penser. Et c'est pour moi beaucoup plus, moi qui aime bien être tout le temps stimulé, un peu tout le temps à vouloir toujours apprendre et à me lasser assez vite quand je maîtrise un petit peu le sujet. Étant un petit peu dans ce caractère-là, bah pour moi c'est parfait, c'est-à-dire que j'ai tout le temps des choses à perfectionner, hein. C'est pas à apprendre et à découvrir, c'est vraiment à perfectionner, à maîtriser, à comprendre, à assimiler. Voilà, j'espère vous avoir donné un petit peu le goût à cela, j'espère vous avoir donné aussi un petit peu les fondamentaux. On refera des vidéos là-dessus, j'ai encore pas mal de choses à vous dire et surtout à vous donner des exemples. Je pense qu'on parlera plus sur les exemples de ce que j'ai vu, de comment des situations qui ont tout pour bien commencer finissent en catastrophe parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire le minimum des rudiments que j'ai expliqué dans cette vidéo-là, et voir aussi comment des gens qui, au contraire, donnaient un contre-exemple avec mes derniers clients, un de mes derniers clients qui ont justement qui m'ont suivi aveuglément de A à Z dans l'idée dans mon fonctionnement et ma façon de faire. Et je sais qu'aujourd'hui ça doit être les plus heureux, ce sont les plus heureux du monde. Ils sont dans le plus beau des bateaux, avec un bateau validé, certifié, contrôlé. Ils savent exactement, bon, ils avaient déjà de l'expérience, hein, mais on a pris le temps de bien prendre en compte tous les détails du bateau, etc. Et je les connais, je le sais entre de bonnes mains, et je sais que pour eux, il n'y a que des belles choses qui se présentent à eux. Alors encore à eux de rester responsables et de continuer malgré toute la sérénité que je leur ai apportée. Il va falloir continuer justement à travailler sur la préparation de navigation, etc. L'entretien du bateau, je me fais pas trop de soucis, mais il faut aussi être très pointilleux sur tout le reste, hein. Voilà, il y a beaucoup de choses à maîtriser pour notamment l'humilité face aux éléments. Mais je sais qu'également ils ont du temps devant eux, et donc ils vont pouvoir prendre le temps d'être justement humble envers les éléments et de ne pas forcer les choses en navigation, ce qui est la pire des choses. Voilà, on en reparlera également. Tout ce qui est, je vous donnerai des exemples, des contre-exemples. On parlera également de l'ego et de l'humilité. Qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça peut justement, qu'est-ce qui peut survenir quand justement par ego, ben, vous voulez vous pensez au-dessus un peu, que ce soit des éléments ou même juste des équipiers qui sont avec vous à bord, hein. Voilà, des situations, j'en reparlerai plus tard. Voilà, je vois que le vent a tourné, donc